Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jour de Noël et donc gling 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 gling, les cloches. Ils ont invité le Père Noël. On a invité le Père Noël. Alors le Père Noël dessine des boules, des traîneaux, des Pères Noël. Des rennes. Il s'appelle Vincent Scherer, il nous vient du Grand Nord, exactement d'Alsace. Et il dessine, donc Vincent dessine dans le journal depuis 10 ans. 20. Depuis 20 ans, excusez-moi. Ouais, presque 20, oui. Depuis 20 ans, depuis 2005. Donc on est en 2024, ça fait 20 ans. Donc, Oui. et signe VES. V, 2 E, 2 S, E. Voilà. Voilà. Alors pourquoi VES? Parce qu'il ne fallait pas avouer ce genre de pratique de dessin satirique dans certains contextes. J'ai jamais pensé faire du dessin satirique et donc j'ai jamais pensé travailler, faire des études là-dessus, faire une formation là-dessus. Et le premier dessin que j'ai fait qui allait foutre un peu le bordel, je me suis dit je peux pas mettre mon nom parce que je peux perdre mon boulot dans ce genre de trucs, et parce que mon boulot était dans l'industrie. Et alors j'ai pris VS pour Vincent Scherer, comme ça existe beaucoup hein, chez les illustrateurs, les dessinateurs de BD. Pourquoi V2E, 2SE? Parce que c'est VS. Si tu prends la lettre V, VE, et si tu prends la lettre S, c'est E, 2SE. Et tu fais la compile, VS. Voilà. Vincent Scherer. Vous voyez, c'est compliqué, compliqué. Mais il vaut mieux que ce soit compliqué. Ça me dépasse. Parce que du coup, ça fait des sujets de conversation. Et ça me permet de démarrer une discussion sur le dessin satirique. Pourquoi est-ce que tu peux pas signer de ton nom Parce que ça peut avoir des conséquences sur ton boulot. Alors, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'il y a une histoire de loyauté par rapport aux gens qui te payent? Mais si les gens qui te payent, tu les aimes pas trop, s'ils pensent qu'ils font des conneries, tu peux les balancer. Le dessin, c'est... Vous avez le droit de parler pendant 20 minutes. Je peux poser des questions. Tu veux poser des questions? Vous travaillez ouais. Dans le service politique de la mairie de Mulhouse. Alors ça c'était pendant un bout de temps, oui. C'est grâce au dessin. Est-ce que vous êtes moqué de la... Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alors, quand tu fais partie de la fonction publique territoriale, tu as justement ce devoir de réserve. Mais moi, j'étais pas cadre A, j'étais pas catégorie B, j'étais catégorie C, les mêmes catégories que les femmes de ménage, que les éboueurs, alors, ces gens-là, on leur demande jamais d'avoir un devoir de réserve. On pense pas qu'ils puissent s'exprimer dans la presse. On pense pas qu'un jour, on puisse demander à quelqu'un de cette catégorie-là d'avoir un avis. Donc moi, je me suis permis des avis en dessin, et comme c'était une mairie de gauche, il y a eu des élus de gauche pour dire mais pourquoi on irait faire chier le VS à cause de ces dessins alors qu'on est pour la liberté d'expression. Alors c'est des débats qui ont eu lieu en conseil municipal, et rien que pour des trucs comme ça, je me dis mais on a raison de faire ça, on a raison d'agir pour faire en sorte que ces questions se posent. Est-ce que en Alsace, ils sont plus évolués que dans le sud de la France? Alors en Alsace, parce qu'à Montpellier, une mairie de gauche... C'est compliqué. Alors, mairie de gauche, ils n'aiment pas trop la glorieuse. Ouais, c'est normal. C'est normal, et c'est une forme de reconnaissance. J'ai travaillé pendant 12 ans avec un canard satirique mensuel en Alsace, mais on s'est fait que des ennemis. On s'est fait des amis, mais ils n'osent pas se déclarer. Les ennemis, eux, ils nous serrent plus la main. Ils nous faisaient une gueule l'enfer. Il n'était pas question qu'on demande la moindre subvention parce que les mecs, ils étaient morts de rire. Mais c'est une forme de reconnaissance, parce que si les sujets que tu abordes d'une manière critique et tu dévoiles les choses, si ça ne provoque pas la haine de celui qui est visé, je ne comprendrais pas. Alors, revenons à l'essentiel. Ça sert à quoi un dessin de presse? Alors ça, voilà. Ça, c'est la bonne question. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire des dessins de presse alors qu'on pourrait faire dessiner des Pères Noël? Les enfants seraient très contents et puis on serait tranquille. Sauf que les choses ne se diraient pas
et peut-être que les choses un peu gênantes qu'on veut cacher ne seraient pas dévoilées. Et alors, pourquoi du dessin de presse? Pourquoi l'humour? Parce que je vais vous raconter une histoire qui date de 1996. On fêtait les 10 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Et une association de militants antinucléaires qui accueillait les enfants de Tchernobyl tous les ans. Ce coup-ci, pour marquer les 10 ans, ils ont invité des scientifiques ukrainiens pour faire une conférence sur les conséquences de la catastrophe. Et comme c'était des copains, ils m'ont dit, tiens, tu connais pas d'autres dessinateurs, vous pourriez faire une exposition rigolote sur les conséquences de la catastrophe nucléaire. Je lui ai dit, ouais, pas de problème. On lui a monté une expo de plus d'une centaine de dessins. On s'est dit, on va se faire engueuler, on va se faire mal voir, les gens vont pas comprendre, mais on s'en fout. Nous, on trouve que parler du nucléaire comme ça, tout le monde le reçoit. Tout le monde, personne ne peut n'y échappe. Et à la fin de la conférence, quand les scientifiques eux-mêmes ont fait le tour de l'expo, ils sont venus nous voir avec leurs interprètes et ils nous ont fait comprendre que eux, ça fait une dizaine d'années qu'on les invite pour parler de choses dramatiques, catastrophiques, quelque chose qui plombe l'ambiance, mais tout le temps. Et là, enfin, ils ont eu un moment où ils ont pu respirer. C'est tout con, c'est respirer. Et ils se sont pas dévoyés, ils n'ont rien changé sur leur avis sur les conséquences catastrophiques du nucléaire. Par contre, ils ont eu un moment d'humanité, de rencontre d'humanité. Et c'est pour ça que je défends le dessin satirique, le dessin d'humour. C'est parce que l'on a un chien sur des sujets très très graves, et ben, à un moment donné, on repose les choses. On se rencontre entre rieurs, et comme on a eu honte, parce qu'on s'est fendu la gueule sur des choses graves, on s'est dit, mais maintenant alors, on fait quoi pour que ça n'arrive plus? Alors, bon, je vous rassure tout le monde, on change jamais rien, je crois qu'un dessin presse n'a jamais... Je dirais plus ça, depuis 2015, je dis plus ça. Ça a changé les choses, l'attentat de Charlie, ça a changé les choses. On va y revenir. Mais avant, on passait que pour des rigolos. Ouais. On passait pour des clowns. Ouais. Et je jouais le clown. Mais c'est fini, quoi. Depuis 2015. Alors, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais sujets? Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il y a des sujets rapides. Il y a, par exemple, Bayrou, c'est un sujet excellent. Merci d'avoir choisi ce type-là. Il est adorable. On adore tous le dessiner. Moi, je l'ai déjà fait avec des oreilles d'Afrique et des oreilles d'Asie. C'est un sujet magnifique. Il y a des sujets excitants. Qui emballent tout de suite, quoi. Trump, c'est fabuleux. J'ai travaillé sur les dérapages de Trump, c'est des bonheurs, quoi. Il y a des trucs plus compliqués par exemple, le wokisme. Moi, je suis d'accord avec cette perception du contact au niveau des êtres humains. Je suis contre, mais alors complètement contre les catalogues, où on catalogue des gens. Mais je suis pour le wokisme, mais il m'insupporte. Alors il faut que je l'assume. Comment on dessine le wokisme alors là, le sujet, il est large, mais il faut faire hyper gaffe à ne pas se planter et ne pas alimenter le contre-wokisme, quoi. C'est ça c'est un sujet intéressant, quoi. Alors, moi, j'arrive quelquefois à la... Comment on fait pour pas alimenter le contre-wokisme? Ben, par exemple, on dessine deux portes des toilettes, les trois portes de toilettes, il, elle et elle. Voilà, pour dire, ben, le wokisme c'est sympa, ça complique juste un peu la vie, quoi. On est d'accord avec, mais ça complique un tout petit peu l'existence. Les portes de toilettes ne se sont jamais rebellées. J'ai jamais eu d'histoire, elles ne m'ont jamais rien dit. Alors Vincent, comment ça a commencé le dessin de presse? Le premier dessin, c'était quand, dans quelles circonstances? Alors c'est assez intéressant parce que je me rappelle et j'en ai construit une histoire. Alors, elle est un peu raccourcie, mais ça s'est étalé un peu sur un temps un peu plus large. D'abord, le dessin de presse, je connaissais pas. J'adorais rire, toutes les blagues. Moi, j'aimais. Quand j'étais gamin, j'étais en Alsace, j'étais servant de messe, j'étais scout, et à la sortie des églises, ils vendaient des magazines
il y avait un kiosque, et il m'arrivait d'être derrière le kiosque pour encaisser les ventes. Et puis, quand il n'y avait rien, ben, je lisais les magazines. Mais j'ai commencé par la fin, parce qu'il y avait des dessins drôles à la fin. Il y avait Belus, il y avait des gens comme ça. Et jamais il ne m'est venu à l'idée qu'il y avait quelqu'un qui les dessinait. Je sais pas, je pensais à rien, mais ça me faisait bien marrer. Et puis, comme j'avais un peu tendance à beaucoup dessiner, un jour, quand tu rentres dans le monde du travail, moi, on m'a envoyé à l'usine, parce qu'à l'époque, c'était les usines qui tournaient. Les usines, ça aspirait toutes les énergies, tous les individus. J'ai appris un métier de la mécanique, c'était pas mal. Moi, ajusteur, moi j'adore. Hein. Tu bricoles, tu fais des trucs magnifiques. Sauf que à un moment donné, tu t'en mets encore. À un moment donné, tu dis attends, ma vie, c'est pas juste bricoler sur des pièces. Je vais quand même un jour interpeller quelqu'un, y discuter, échanger, voir du monde. Et à l'époque, les grandes, je travaillais chez Peugeot, les grandes entreprises proposaient des formations internes. Et j'ai vu qu'il y avait dans la liste, il y avait dessinateur industriel, dessin, enfin, mécanique, moi j'aime bien, dessin, allez hop, je plonge là-dedans. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon CAP dessin, j'ai commencé à travailler à la planche. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, c'était des grandes planches qu'on orientait, des trucs énormes, avec des pantographes. Et puis, on avait toujours un peu de place à côté où on pouvait faire un crowbar, scotcher un truc. Et à l'époque, dans cette boîte-là, c'était pas chez Peugeot, c'était dans une boîte un peu plus petite. Mais le directeur du service entretien, il faisait des conneries. J'ai un peu allumé dans un dessin. Et un collègue qui me dit écoute, je peux faire une copie de ton dessin. Je lui dis ouais, pas de problème, vas-y, prends. Sauf que à l'époque, arrivaient les rangs Xerox là, à 100 copies à la minute. Et résultat, le lendemain, quand je reviens à l'usine, mon dessin, il est accroché partout, quoi. Ça, mais... Ouais, ben voilà. Et maintenant, c'est toi. Et, tout le monde t'a reconnu. C'est comme ça qu'on devient une star. Tu signes un faux nom, mais ça fait rien. Tout le monde sait que c'est toi. Et puis, résultat, le directeur, il te convoque. J'ai dit, alors, toi, tu n'es pas préparé à ça. Tu t'attends pas, tu sais pas dans quoi tu es dans ton boulot, tu as appris à obéir au chef parce que c'est eux qui savent, c'est eux qui ont la compétence, et qui surtout ont le pouvoir. Et là, le directeur t'appelle. T'es pas un intermédiaire, t'es pas gradé, t'as rien, c'est carrément le directeur de la boîte. Et il commence à dire, mais vous pouvez pas faire ça. Alors c'était pas un con, hein. Vous pouvez pas faire ça, vous vous rendez pas compte. Il m'a pas engueulé, il a juste dit, vous vous rendez compte, ce monsieur... capitaine des pompiers, colonel de réserve, j'en avais rien à foutre de ça. Franchement, ça ne me concernait pas. Mais vous vous rendez compte, vous détruisez une notoriété, vous détruisez un homme. Alors je dis au directeur, monsieur le directeur, écoutez, je suis désolé. Moi j'ai fait un dessin, c'est vrai, ce dessin je l'ai fait, mais j'ai pas fait les 400 copies. J'ai pas fait en sorte que ça soit affiché partout. Si les gens ont pris des dessins, c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Et en sortant de ce... Alors, moi, je m'attendais tout le temps à ce qu'ils disent « Je vous interdis de dessiner ». Il peut pas. J'étais dessinateur dans la boîte. Donc, j'étais là-dedans, dans cette tension. Il va le dire, il va pas le dire. Je peux rester au boulot. Et puis, il a... Et le truc, c'est en sortant de cet entretien, et ça, je m'en rappelle, en sortant de cet entretien, je me dis, mais putain, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est ça la vie. Tu fais un petit truc de merde, de rien du tout, et les mecs qui sont normalement les plus protégés, les plus avisés, les plus intelligents, ils sont complètement déstabilisés. Ils perdent pied, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire. Il aurait dû m'engueuler, il peut le faire, il était le chef. Il a pas pu m'engueuler, parce que j'avais quand même raison. Le dessin était quand même bon. Donc vous avez commencé avec un bon sujet. Oui, le sujet était très bon. Mais c'était l'apprentissage. Ça ne s'est pas fait en une journée. Il y a quelques semaines. Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul dessin, il y en a eu deux ou trois. Mais ça, c'était l'école. Et je me suis dit, l'étiquette qu'on m'a collée dans le dos, en me disant, attention, dessinateur, ne dites plus n'importe quoi et tout, parce qu'il transforme tout ou il récupère tout. Donc cette étiquette cette pancarte de dessinateur qu'on m'a collé dans le dos, le boulot, c'était de faire en sorte que je le passe devant sur un badge dans les manifestations. Et c'est ça ce qui passe aujourd'hui. Quand on t'invite dans une manif, on te donne un badge, voilà, t'es un dessinateur. C'est reconnu. Il n'y a pas de diplôme.
Tu peux pas aller dire maintenant je vais faire du dessin de presse, je vais apprendre l'humour, la satire, et tu rentres dans une filière de formation. Ça n'existe pas. Il y a des écoles d'art, tu peux apprendre à dessiner, des techniques, il y a des écoles pour le théâtre, tu peux apprendre à t'exprimer, à te présenter, mais l'humour, tu l'apprends pas. Alors, autre chose, à propos du dessin de presse, Ouais. oui, l'humour, tu l'apprends pas. Ouais. Ça, chaque dessinateur a un style, Ah, oui. hein, une signature. Comme chacun a une signature et qu'il la refait à chaque fois. On a l'impression que quand on a fait un dessin, les dessins ils se ressemblent un petit peu. Plantu, par exemple, on le reconnaît. Oui, tu reconnais le style, parce qu'il est connu. Tout le monde l'a vu, tout le monde le voit régulièrement. Chapat, Voilà. Plantu, Il y a des styles qu'on connaît moins, qu'on reconnaît moins. Il y a des styles plus compliqués. Quand on voit Urms, par exemple, dans Le Canard enchaîné, c'est un graphisme très 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 épuré. Et je trouve que depuis qu'il est dans Le Canard, il est moins drôle que quand je le voyais à l'époque juste sur les réseaux. Mais il avait un sens de l'humour, ce qui fait que même son dessin très léger, très, très rapide, il avait du sens. Catherine Bonnet, par exemple, c'est pareil. Elle a travaillé dans les très gros tirages. Elle a un dessin très épuré, mais punaise, il marque, quoi. Il cogne à chaque fois, quoi. C'est ça qui est un peu curieux. Parce que tu peux passer des heures et des heures à travailler un dessin, travailler le style, faire en sorte qu'il soit joli. Moi, j'ai ça un peu. Je veux que le dessin, je veux me faire plaisir en dessinant. Donc, je veux que ça ait un peu de la gueule, mais surtout, ne jamais oublier, il faut que les gens se fendent la gueule, quoi. Il faut que ça se marre, quoi. Alors, on va parler un peu de l'après-Charlie, où le dessin de presse a Ouais. été un peu mis Ouais. en avant de façon importante. En termes de caricature, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un avant et un après Charlie? Alors, l'avant et l'après, c'est que tout à coup, tout le monde en parle. Avant, c'était ceux qui étaient visés, ceux qui étaient touchés, qui râlaient, qui réclamaient. Depuis Charlie, tout le monde dit « Ah ouais, les caricatures, c'est important le droit de la liberté d'expression. Mais bon, il y a des limites. Il y a toujours des limites, on dit. Ouais, des limites. Après, on se pose la question. Et quelles sont ces limites? C'est à qui de dire quelle est la limite d'un dessin? Alors, quand c'est dans des écoles qui ont préparé l'intervention, ils amènent un dessin, et ça, vous en pensez quoi? Mais ce dessin-là, tu l'as trouvé où? Tu l'as cherché où? Est-ce que d'habitude, tu lis cette presse? D'habitude, est-ce que tu es en contact avec ce support-là? Pourquoi est-ce que un jour, le monde entier a eu droit à un exemplaire de Charlie Hebdo? C'est bien parce qu'il y a une manipulation, c'est bien parce qu'il y a eu des gens qui voulaient alimenter leur haine par rapport à ça. Et nous, en France, on n'était pas préparés à ça. On avait l'habitude d'avoir une liberté de trait. Et encore, je trouve que par rapport à ce qu'on connaissait avant de Harakiri, franchement, ils se sont politisés un peu, polissés, on va dire un peu, quoi. Parce qu'avant, c'était bien pire, quoi. Mais du coup, c'est intéressant de discuter sur qui doit écrire les limites, et est-ce que la limite des uns, c'est tout la même que la limite des autres, et qui a raison dans cette histoire. Et si personne ne franchissait des limites, comment est-ce qu'on gagnerait de la liberté? Parce que si on se dit, bon, les limites sont là, puis si on bouge plus, bah, c'est garanti, les limites vont se resserrer de plus en plus, quoi. Est-ce que le dessin de presse ne permet-il pas de digérer les drames du monde? Mais je pense que c'est un peu fait dans ce but-là. C'est essayer de faire en sorte que, ok, la situation est dramatique, mais allez, hop, on se marre un coup, et puis on réfléchit après. Mais c'est ce moment de respiration dont je parlais avant avec les scientifiques ukrainiens. C'est un moment où on souffle, quoi. Mes bouquins sont remplis d'horreur, quoi. Et je suis en train de travailler sur un bouquin sur la pauvreté, quoi. C'est le pauvre parce que nous le valons bien. Les pauvres parce que nous le valons bien. Le pauvre a une valeur. Et tout le bouquin va être au-dessus de ça. J'ai envie de le présenter comme une thèse. Il faut que je me mette en contact avec un directeur de thèse. Je connais quelqu'un chez moi, je vais faire ça. Et je veux le décliner comme si j'écrivais une thèse. Ça va être un truc sérieux. Non, surtout pas.
Non, non, le sous-titre, c'est... Alors, pauvre parce que nous le valons bien, et puis après, c'est fou, thèse, dessinée. Tu vois, il ne faut pas que les gens se plantent, ils vont se marrer, mais le sujet amène à la réflexion, quoi. Il doit amener à la réflexion. C'est pas déprimant de gribouiller sur l'actualité locale? Hein? Non, non, tu déprimes avant. Là, la dépression, elle arrive avant. C'est parce que tu veux pas complètement plonger que tu fais un crowbar sur des choses terribles, quoi. L'Ukraine, c'est des sujets pareil. La Syrie, dessiner des ruines avec des gens qui assis sur des ruines et qui, tu te rends compte, en France, ils ont eu la dissolution. Tu vois, c'est ce décalage. Tu te dis putain, merde, nous aussi on est dans la merde. Il n'y a pas que les Syriens, tu vois, des conneries comme ça. Par rapport à la presse écrite, ouais. Bon, nous à la Glorieuse, on fait du dessin de presse et de l'information et un peu d'humour. On essaye, on n'y arrive pas tout le temps. Est-ce que le dessin de presse, il permet pas à une certaine presse aussi de disparaître complètement tant le lectorat est rare? C'est le gros sujet de la presse écrite. Le drame, c'est que c'est en train de se passer dans le silence. On a beau le dénoncer, on a beau attirer l'attention là-dessus, plus de 90% de la presse écrite appartient à des grands groupes financiers. Donc on sait pour qui ils parlent. D'ailleurs, dernièrement, là, ils ont acheté, ces mêmes propriétaires de la presse écrite ont acheté l'école de journalisme. On voit très bien l'intention, c'est catastrophique, mais ça n'inquiète pas trop les gens. D'abord, tu as de l'information, mais en veux-tu, en voilà, quoi. Tu ouvres ton ordinateur, ça s'affiche, et tu sais pas d'où ça vient, mais ça fait rien. Tu prends ça comme étant de l'info. On fait plus gaffe à l'origine de l'info. Les journaux payants. Alors, je ne parle pas des grands noms, Charlie ou le Canard, qui sont maintenant des institutions qui arrivent à tourner, même s'ils perdent quelques lecteurs. Mais sinon, tous les autres sont dans la merde. J'ai bossé pendant 12 ans avec le mensuel satirique alsacien, là, et pendant 12 ans, on a creusé le trou. On a fait déficit sur déficit. On a bousculé comment dire, le champ politique. Les responsables politiques, on les a bousculés à mort, ils nous en voulaient, mais quelque chose de terrible. Mais ça fait rien. Le lecteur, il pense que c'est intéressant, il fait une photocopie. Si ça le touche pas, il fait rien. Économiquement, aujourd'hui, il faut se poser la question. Qui c'est qui doit payer un journal d'information? Même si c'est un journal d'information sérieux, qui doit le payer? Visiblement, le lecteur, 80% des lecteurs ne payent plus l'information qu'ils reçoivent, quoi. Donc il faut se poser la question, est-ce que c'est les partis politiques qui veulent un électorat avisé, qui est informé, ou alors c'est à eux de participer? Je ne sais pas. Comment qualifiez-vous un bon dessin de presse? Un bon dessin de presse? Ouais. Ben, faut qu'on se marre, quoi. Il faut que le bon dessin de presse, c'est on le reçoit dans la gueule, on est un peu outré, puis finalement, il y a le réflexe qui vient, dit putain, il est bon, quoi. Celui-là, j'ai vu un bon dessin de presse dans un journal d'extrême droite. Je me suis dit, si ce dessin n'était pas dans un canard d'extrême droite, s'il avait été dans Charlie, par exemple, on aurait pu se marrer librement. Mais là, je me suis marré, j'ai essayé de me retenir. C'est un type sans papier qui... c'était à l'époque de l'église Saint-Bernard, où les sans-papiers se sont réfugiés à l'église, et puis qui fait sa crotte au pied d'une colonne, et le curé qui dit « Et là aussi, vous allez demander des papiers ?» Le dessin, il est bon, sauf qu'il est dans un canard d'extrême droite, quoi. Donc on voit que l'intérêt de ce dessin, c'est de faire adhérer tous ceux qui veulent pas voir des étrangers. Mais en fait, j'en ai rien à foutre, moi. Les gens, ça n'existe pas des gens qui n'ont pas droit à des papiers, quoi. Et surtout pas de PQ, quoi. Merde, tout le monde a droit à son PQ. Est-ce qu'on doit être forcément ironique ou dérangeant? Ouais, sinon c'est du dessin d'enfant.
Ça peut être du très beau dessin, ça peut être du dessin poétique, ça peut, mais on n'est plus dans les mêmes sphères, quoi. Il y a toujours un truc qui m'a fait marrer, c'est, alors je dis ça, alors j'ai un petit peu essayé de m'informer. Tu vois un peu dans tous les domaines, alors l'église, le sport, le cinéma, les écoles, les histoires de harcèlement, de, comment dire, merde, quand tu attaques sexuellement des gens, il y a tous les domaines. À partir du moment où il y a du pouvoir, tu rencontres ça. Putain, dans le dessin de presse, tu n'entends rien. Et pourtant, il y a des filles, quoi. Et j'ai demandé déjà des dessinatrices, mais en fait, on n'entend rien. Est-ce que ça se passe aussi, mais comme on est là pour se fendre la gueule et pour dénoncer dans le dessin, est-ce que ça s'exprime différemment? Ou est-ce que ça n'existe, les enjeux de pouvoir n'existent pas dans le dessin de presse? Parce que dans la presse mainstream, là, c'est la photo qui domine. Oui. Donc la photo a pris la place du dessin de presse. Au 19e siècle, par exemple, il y avait beaucoup plus de dessins que de photos. Oui. Donc, est-ce que le dessin de presse est gênant? Oui, le dessin de presse fait peur à des groupes qui veulent absolument vendre du papier et dont le discours ne correspond pas à l'ironie. Du coup, alors les très grands du dessin de presse se sont fait virer. Hein. On a cité Chapat avant. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Gors. Voilà, Gors, il y a Marc Large. Tout ça, c'est les grands noms du dessin de presse qui se sont fait virer de grands groupes de presse. C'est curieux parce que du coup ça leur donne une importance, ça donne une aura. Moi j'aurais envie d'être viré, mais bon voilà. Et parce que ça pose des questions, des questions où il faut réfléchir pour répondre. Aujourd'hui on veut peut-être plus construire un argumentaire, sauf les journaux spécialisés, hein, ceux qui se définissent comme étant satiriques, ironiques. Il y a le Fatir et compagnie encore. Mais il y a... Qu'est-ce que je voulais dire? Un truc. La photo, sur les réseaux sociaux, la photo a pris le champ de l'humour. On voit très souvent des photos détournées. Alors je parle même pas de l'intelligence artificielle. Hein. C'est simplement des montages Photoshop pour utiliser de l'humour. Ça peut remplacer un dessin. Parce que pour un dessin, il faut quand même néanmoins avoir une sensibilité à l'image. Et ça, tout le monde n'est pas accessible à ça. Il n'y a pas que la blague, il y a aussi le graphisme. Est-ce que le capharnaüm politique était une source d'inspiration inépuisable? C'est un peu un bonheur. Hein. C'est un peu un bonheur, c'est le bordel. Parce que dans le bordel, il y a toujours plein d'interprétations possibles. Alors c'est pas serein pour les gens, pour les responsables, pour les gens qui attendent des résultats, le citoyen moyen, qui à chaque fois qu'on lui parle de déficit, il a une trouille monstre. Je dis, moi le déficit, et tous les régimes qu'on a connus avant, ils savaient comment gommer du déficit. L'ancien régime, il foutait les banquiers en prison ou il les assassinait. Et les autres, après, il faisait tourner la planche à billets. Alors, pour terminer, dernière question. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dessiner un Père Noël, par exemple? J'étais en train de le faire, mais ça va durer 1 heure pour que je finisse. Parce que je peux faire que beau. Comment? Vas-y, non, je peux le faire que beau. Il faut du temps, Père Noël. Quel conseil donneriez-vous à un jeune dessinateur qui veut faire du dessin de presse? Moi, le conseil que je donnerais, c'est n'écouter personne. Parce que c'est tellement personnel, c'est tellement sa foi, son envie, son désir personnel que Et puis, qui va pouvoir donner des conseils sérieux à quelqu'un qui veut se débarrasser des règles, qui veut se débarrasser des contraintes, qui veut les interpeller, les contraintes, qui veut les tarauder, les chatouiller, faut se lâcher, quoi, faut se lâcher.
Lâchons-nous alors. Ah, putain, la Glorieuse, je trouve qu'ils font du bon boulot là-dessus. Bon, sur ce mot, on va vous souhaiter une bonne année 2025. Ouais, bah pareil. Hein. En Alsace Ouais. et sur votre carnet de dessin. Hein. Ah, on n'a pas parlé de l'Alsace, parce que l'Alsace, en termes d'humour, moi j'ai toujours trouvé que pour être reconnu comme dessinateur satirique, humoristique en Alsace, il faut avoir fait de la prison. Parce que ce soit Annecy, que ce soit Sislin, que ce soit Ungerer. Alors Ungerer a échappé à la prison. Mais il était bon pour tomber dedans. Hein. Il s'est réfugié aux États-Unis pour faire du dessin pour enfants et des affiches. Mais quand les Américains ont vu ce qu'il avait déjà fait comme dessin en Alsace, ils voulaient le foutre en tôle pas pour proxénétisme, mais pour pornographie. Il s'est rapidement tiré au Canada, et les deux autres, ils ont fait de la prison, quoi. Alors, et de la prison en Alsace? Oui, enfin, à l'époque allemande, quoi. C'était à l'époque allemande. Oui, non, mais on remonte loin. En Allemagne, on rigole à partir du 11 novembre jusqu'au Mardi Gras, jusqu'au Mardi Gras. Mercredi, décembre, on rigole plus. On devient sérieux de nouveau jusqu'au 11 novembre. Donc, il y a une période de carnaval. Et c'est la trêve hivernale. C'est la période du carnaval. C'est là où on a le droit de faire de la satire, de se moquer, de monter des trucs fabuleux. Mais après ces dates, une fois que le mercredi décembre arrive, c'est terminé. On range. On fait plus rien. Très bien. Ben, sur ces belles paroles, merci. Mais ce fut un plaisir. Et à vos crayons. Au plat. Yo.